Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur M7 TV. Les 7 jours qui font le Mali pour ce numéro de coup franc. Ce n'est pas du football, mais votre émission qui reçoit chaque jour un invité pour une conversation à bâton rompu. On parle, on débat, on situe les responsabilités, on propose également des solutions. Notre invité ce soir s'appelle Kémi Séba, de son vrai nom Estelio Capo Chichi, donc panafricaniste convaincu, militant anticolonialiste réputé, auteur, chroniqueur, mais aussi conférencier. Kémi Séba, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Voilà, vous venez d'arriver à Bamako il y a quelques heures, aussitôt descendu de l'avion, aussitôt interpellé par la police. Que vous reproche-t-on? Rien, c'est pour ça qu'ils m'ont relâché. Strictement rien. Simplement, je pense que je n'apprendrai à personne un fait connu de tous en réalité, qui est que nos pays, bien qu'ils se proclament indépendants, n'ont d'indépendance que le nom. Et donc, partant de ce postulat de départ, lorsque la puissance coloniale, ou la prétendue puissance anciennement coloniale, mais qui agit toujours aujourd'hui, vous dit que la personne qui vient est une personne dangereuse, eh bien, malheureusement, quand on n'est pas dans une démarche de résistance dans les hautes sphères de l'État, eh bien, on suit ce processus-là. Et donc, lorsque je suis arrivé, avant toute chose, il faut dire que j'ai été accueilli avec beaucoup d'amour par le personnel de l'aéroport, par un bon nombre de policiers, de militaires, comme partout en Afrique où je vais, où la plupart des corps constitués comme des gens de la société civile nous témoignent de beaucoup d'affection, il faut le dire. Et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on fait peur à la puissance coloniale française. Et lorsque je passe le contrôle, je passe normalement. Et puis, au moment où je franchis la ligne, on me rappelle, on me dit « Attendez, on vient de voir qu'il y a un signalement, vous devez revenir. C'est marqué que vous êtes une personnalité, vous faites partie de la liste des personnalités surveillées. » Je dis « Surveillé au nom de quoi ?» Je dis « Bolloré, quand il vient ici, apparemment, il n'est pas surveillé puisqu'il peut se balader et construire un certain nombre de choses ici. » Nicolas Sarkozy, le malfrat Nicolas Sarkozy, lorsqu'il vient ici, lorsqu'il venait ou lorsqu'il vient encore aujourd'hui, je n'en sais rien, il n'est pas dans la liste des personnes surveillées. Donc je me pose des questions. Pourquoi une personne qui risque sa vie, qui a fait de la prison pour ses convictions politiques, qui fait tout ce qui en sont possible avec son organisation, parce qu'avant toute chose, vous avez cité beaucoup d'activités qui sont les miennes. La plus importante, c'est président de cette ONG Urgence panafricaniste, parce que c'est, j'ai envie de dire, l'emblème de notre combat au sein des sociétés civiles africaines et diasporiques. Et donc, pourquoi quelqu'un qui se bat pour l'Afrique, lui, fait partie de la liste des surveillés, alors que des gens qui pillent l'Afrique font partie de la liste des gens qui ont le droit d'entrer? Donc c'est ce que j'ai dit au commissaire. Bien évidemment, il n'était pas responsable. Il a appelé ses supérieurs et j'ai cru comprendre qu'il était en ligne avec le ministre de l'Intérieur qui, au bout de 2h20, si je ne m'abuse, a fini par comprendre qu'il était mieux de me laisser rentrer. Parce que ça n'a pas de sens. Je rentre dimanche, je suis attendu pour d'autres mobilisations dans les jours à venir. Nous sommes ici parce que nous nous battons pour la justice sociale, contre le pillage de nos terres, de nos sols, et aux quatre coins du monde, notre message est compris. D'accord. Il n'y a que l'oligarchie française qui ne veut pas comprendre, puisqu'elle tire son profit de notre dépouillage en réalité. D'accord, justement, Kémi Séba, vous n'êtes plus à présenter pour le public africain, mais aussi d'ailleurs. Et si on vous demandait réellement qui êtes-vous, Kémi Séba, qu'allez-vous nous répondre? Je pense que, je ne sais pas si c'est la chose la plus importante aujourd'hui, mon très cher frère. Je suis quelqu'un qui me bat contre le néocolonialisme, qui se bat pour que nos populations puissent accéder à une véritable souveraineté, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit économique, bien évidemment, d'accord. Et on est dans une dynamique de faire en sorte de, cette fois-ci, propager le message par le bas, parce que les années 60 ont été l'étape de la propagation du message par le haut. Et dès lors qu'on a tué les leaders, le peuple n'a pas suivi, puisque c'était quelque chose qui était extrêmement élitiste. Aujourd'hui, on est dans une autre étape. On passe par le bas, on passe par le prolétariat. Et ce prolétariat, c'est la base de la pyramide. Une pyramide n'existe, ou le sommet d'une pyramide n'existe que parce que la base sous-tend le sommet. Et si la base se retire, le sommet devient un vulgaire caillou. Le sommet sont nos dirigeants. Et qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils sont en haut, mais s'ils trahissent leur mission dont parlait Frantz Fanon, chaque génération a dans une relative opacité le devoir d'accomplir ou de trahir sa mission. Nous devons l'accomplir. Et si les dirigeants ne l'accomplissent pas, et bien tôt ou tard, il y aura des changements. Parce que vous êtes le défenseur des causes africaines, c'est connu. Vous êtes franco-béninois. Alors,
pourquoi n'avoir pas renoncé à votre nationalité française si vous tenez tellement à l'Afrique et prendre la nationalité béninoise tout simplement pour défendre les causes africaines? Alors, je vous dis une Parce chose. que si vous étiez en France, c'est que vous avez été élevé dans les valeurs françaises, la France qui pille les ressources africaines, vous en avez profité sûrement. Est-ce que vous aussi, on ne peut pas vous mettre dans la même catégorie que les néocolonialistes? Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y, je vous en prie. La réponse est très simple, parce qu'en réalité, c'est un débat quand je vais à Cuba et que je dis que certaines personnes nous disent pourquoi vous avez tel passeport ou tel passeport. Les gens rient. C'est des débats débiles intra-africains. À l'heure actuelle, je suis né où ça? Je suis né en France. Est-ce que je dois faire semblant de ne pas être né en France et d'avoir vécu toute ma vie en Afrique? Non, je suis né en France. J'ai vécu 30 ans de ma vie en France et je ne vais jamais renier cette réalité. Je suis un afrodescendant et le panafricanisme, il y a quelque chose qu'on oublie parce qu'aujourd'hui, dans une sorte d'analphabétisme intellectuel et idéologique, on oublie que le panafricanisme est né dans la diaspora, il n'est pas né dans le continent. Donc les premiers panafricains, ils étaient noirs anglais, ils étaient noirs français, ils étaient noirs américains, ils n'étaient pas noirs maliens, ni noirs béninois, ni autres. Donc, dans ce sentiment qui est exposé en disant que si vous êtes vraiment panafricain, vous devez jeter votre passeport français, c'est de manière sous-jacente un message d'idiotie idéologique qui consiste à dire que ceux de la diaspora n'ont pas à être dans le panafricanisme. Or, le panafricanisme a été inventé par la diaspora. C'est pour ça que ça fait rire tout le monde. Mais certaines personnes qui ne savent pas en réalité de quelle manière ils peuvent nous attaquer. Mais vous bénéficiez quand même des prestations du gouvernement français, des prestations. Quelles prestations? Français, le carburant coûte moins cher en France. Or, c'est pillé en Afrique, le Gabon, mais vous en avez profité. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Vous savez, moi je ne crois pas aux histoires de religion révélée ou autres, mais j'aime un passage qui dit que Moussa est né chez Pharaon. Est-ce qu'il devait renier le fait d'avoir été éduqué par Pharaon pour défendre sa population? N'importe qui doté de raison vous comprendra que ce n'est pas parce que vous naissez dans un endroit que vous devez renier la réalité dans laquelle vous êtes né pour mener un combat. Je prolonge comme un raisonnement pour essayer d'élever le niveau de la réflexion parce que pour l'instant, objectivement, elle est fragilisée. Sans vous manquer de respect. Vous connaissez beaucoup d'afrodescendants qui sont nés dans la diaspora, qui décident de tout abandonner et en allant risquer leur vie sur le continent africain pour aider la population, plus que certains Africains le font. Vous en connaissez beaucoup? Non. Deuxième point, je vais vous poser une autre question. Je suis aujourd'hui interdit de rentrer dans plusieurs pays. Je suis fiché S par les autorités françaises, vous pas. Je suis fiché par la section antiterroriste par les autorités françaises sans jamais avoir posé de bombe, vous pas. Je suis aujourd'hui l'un des leaders les plus populaires dans les Caraïbes, qui sont aujourd'hui des colonies françaises. Tous ceux qui m'écoutent dans les Caraïbes, le jour où j'enlève ce passeport français qui ne me sert à rien, si ce n'est quand je vais là-bas, parce qu'il faut regarder un peu mon passeport. Les 80% de mes voyages, je les utilise avec le passeport béninois. Mais la plupart des gens, comme ils aiment les fantasmes, ceux qui aiment raconter n'importe quoi, vont vous dire autre chose. Mais les fois où je vais dans les Caraïbes, si je retire mon passeport français, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On appelle ça, comme le disait Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est de se servir des armes de vos adversaires pour, quand il le faut, passer un message et propager justement votre combat. Mais je ne vais pas retirer un passeport qui me permet d'aller en Guadeloupe, qui me permet d'aller en Guyane, qui me permet d'aller en Martinique, aider les populations qui sont encore colonisées aujourd'hui, sous prétexte que vous ne comprendriez pas. Je précise, je termine. Si vous avez un passeport béninois, est-ce qu'on va forcément vous empêcher de voyager? Mais bien sûr que oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand quelqu'un est fiché S, déjà c'est une possibilité d'interdiction de rentrer dans un territoire quand il n'a pas la nationalité. Or, mon combat n'est pas un combat que au Mali. Mon combat n'est pas qu'un combat au Bénin. Mon combat n'est pas qu'un combat en Guinée. C'est un combat pour tout le monde noir de manière générale. C'est vrai qu'on est dans l'ère moderne, dans l'ère contemporaine où une idée a moins de sens qu'un bout de caillou. Parce que l'être humain est devenu tellement débile dans ce monde dominé par le néolibéralisme occidental que quand quelqu'un vous parle d'une idée qui tend à pousser sa population à se libérer, c'est moins important cette idée que celui qui construit un bout de caillou. Ben moi, je vais vous servir. C'est grâce à des gens comme les Fanon que j'ai construit aujourd'hui des chaînes de centres commerciaux de valorisation de la production africaine où les producteurs locaux aujourd'hui peuvent exposer leurs produits, producteurs locaux qui sont discriminés par les multinationales. Vous n'avez pas ça, mais je peux vous inviter et je peux même vous engager le jour où la télé ne vous emploiera plus. Bien, Kémy Séba, quand on regarde votre parcours, on dit que vous êtes convertissé à l'islam en 2008. Après un séjour en prison, dit-on vrai ou pas? Internet, beaucoup d'ineptie. J'ai commencé à la Nation of Islam, qui est une organisation qui n'est pas forcément reconnue par on va dire les savants musulmans de la Mecque ou je ne sais trop quoi, et encore on pourra en discuter. Je m'en suis éloigné pour rentrer vers la l'authenticité. À une période de ma vie, j'ai eu besoin de revenir
avant par la suite de revenir à ce que l'on appelle la tradition africaine. Et Kémy Séba, on se souvient de ce geste qui a fait le tour du monde. Vous avez déchiré le franc CFA Dakar au Sénégal. Ça vous fait quoi le fait de le faire? Vous pensez que cette monnaie peut être considérée comme le diable blanc? Vous savez qu'en France aussi, il y a un prolétariat blanc qui souffre. Donc la problématique, ce n'est pas des blancs contre les noirs, puisqu'il y a beaucoup de blancs qui soutiennent notre combat, des pauvres blancs qui soutiennent notre combat aussi, il faut le préciser. Loin des caricatures de BFM et compagnie, ou de France 24, ou de RFI. Ensuite, quand on parle du franc CFA, on parle d'un système d'exploitation économique qui date depuis très longtemps, qui n'est pas né avec Kémy Séba, mais qui, je l'espère, mourra avec notre génération. On a tellement secoué le cocotier qu'on a poussé nos autorités à déterrer le projet de la monnaie éco, qui avait été abandonné au cours des années 2000 auparavant, alors qu'il était programmé pour arriver, émerger durant ces années 2000. Et lorsqu'on a secoué le cocotier, quasiment instantanément, ce projet a été redéterré des tiroirs, même si malheureusement, il y a encore des débats internes à l'intérieur de ce système monétaire, puisque le camp des anglophones, et notamment Nigeria, Ghana, veulent une rupture totale avec le trésor français. Et ils sont aussi suivis sur ce terrain-là par M. Issoufou du Niger. Il faut lui rendre cette réalité, et lui rendre cet honneur sur ce point. On peut être en désaccord sur beaucoup de points, mais sur ce point, nous comprenons. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont à la remorque de M. Ouattara, qui lui-même est à la remorque de l'oligarchie française. En quoi est-ce qu'une monnaie unique africaine, ouest-africaine, comme l'ECO, qui serait bientôt en marche, peut booster l'économie de ces pays-là, quand on sait que même dans le voisinage immédiat, on voit des pays qui ont leur monnaie, mais qui ne sont pas aussi développés qu'on puisse le croire? Alors, la première question que je vais vous poser, c'est quoi le développement? Qu'est-ce qui fixe les indices de développement? Qui est-ce qui décide qu'un pays est développé? La France, c'est un pays développé pour vous? Les États-Unis, c'est des pays développés? Les pays où le taux de suicide est aussi élevé, il faut qu'on soit aussi capable de réapprendre à redéfinir nos propres concepts en fonction de nos propres réalités. Moi, je fais le tour du monde pour le combat politique qui est le nôtre. Je vais dans des pays qui, selon la modernité occidentale, paraissent reculés, mais qui, sur le terrain de la culture et sur le terrain du développement de la science endogène, sont bien plus en avance que les nations occidentales. Donc il faut toujours nuancer. Mais quand on parle il de faut toujours relativiser. Il y a des indicateurs définis par des économistes. Définis par quels économistes? Oui, même si ce sont des occidentaux, les pays africains se fixent sur ces indicateurs-là pour afficher leur développement. Non, écoutez, pas les pays africains. Moi, je fais le tour du continent africain, ce n'est pas les pays africains, ce sont les élites africaines qui ne voient le monde qu'à travers la lunette occidentale et qui estiment que lorsque l'Occident vous reconnaît comme développé, cela signifie que vous l'êtes. Bien, je dis que votre baromètre, qui est celui fixé par l'oligarchie occidentale, première chose, n'est pas le mien. Deuxième chose, parce que je pense que c'est aussi important qu'on puisse l'énoncer avec clarté, jusqu'à preuve du contraire, aucune nation ne s'est développée dans ce monde sans avoir le contrôle, la maîtrise de son système monétaire. Ce n'est pas quelque chose de magique qu'on dit, ce n'est pas de la suprématie noire ou de la suprématie africaine que de dire ça, c'est une simple constatation des événements tels qu'ils se sont passés dans l'histoire. Aucun pays ne s'en est sorti sans la maîtrise de son économie. Kadhafi a été assassiné en grande partie parce qu'il avait mis sur pied le système que l'on appelle la monnaie du dinar or, en s'appuyant sur les ressources or. D'autres vont parler de ressources minières de manière générale du continent africain. Nicolas Gbowou, économiste, le dit lui aussi que tant qu'il n'y aura pas une réappropriation de nos ressources à partir desquelles nous pourrons constituer des nouvelles banques centrales, d'accord, et une nouvelle monnaie qui s'appuierait sur ce système-là, on sera toujours dans une démarche de difficulté. Et c'est pour ça que je dis que le vrai combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre le franc CFA, ça c'est la presse, je suis journaliste politique aussi, mais la presse parfois fait preuve de facilité. L'activiste anti-CFA, non, ça ne veut rien dire l'activiste anti-CFA. Je suis un activiste panafricaniste qui lutte pour la réappropriation de nos ressources, parce que tant qu'on ne se réaccaparera pas nos ressources, on n'aura pas la possibilité d'avoir un système monétaire nouveau, fiable, sur lequel on pourra s'appuyer. Quelle est votre idée du développement du continent africain? Mon idée du développement, c'est ce que j'expose dans mon dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, préfacé par l'ancien directeur de la Banque centrale d'Argentine, ou le conseiller de Vladimir Poutine, Alexandre Dugin, et Pedro Biscay, l'ancien directeur de la Banque centrale d'Argentine. Je dis simplement qu'il ne peut y avoir de développement qu'à partir du moment où chaque peuple fonctionne dans l'orientation de sa propre ontologie. Chacun a un paradigme sur Terre.
la réalité chinoise, pourquoi la Chine est devenue une puissance mondiale? Parce qu'il est arrivé un moment où Mao, en menant sa révolution culturelle, a été dans une démarche d'appuyer cette révolution sur une doctrine de développement endogène en priorité, non pas en s'appuyant sur les canaux extérieurs occidentaux. Et lorsqu'ils se sont développés d'abord de manière endogène, par la suite, il a été beaucoup plus facile de s'adapter au cadre international tel qu'il était fixé. Mais nous sommes le seul peuple de l'histoire du monde qui veut s'imposer ou s'implanter, s'insérer en fonction d'abord d'un paradigme extérieur et après en fonction de nos réalités intérieures. Normalement, les choses doivent se faire dans l'autre sens. À quoi ça sert pour la Chine, qui aujourd'hui quand même est un pays capitaliste, Non, à deux c'est visages? plus compliqué. Oui, vous avez bien dit deux visages. J'ai déjà été en Chine? À deux visages, oui. J'ai déjà été en Chine? Oui. Ah bon? À deux visages. À quelle ville? Dans quelle Donc, ville vous avez été? à Pékin. À Pékin? Oui. Dans quel cas? Le reportage? Oui. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai été en Chine à plusieurs reprises. Oui. Et je vous fais une Il confidence. y a deux visages Justement, quand même dans ce pays. il y a deux visages. Mais Il y a longtemps, il n'y a même pas de milliardaires en Chine. Aujourd'hui, ils sont des centaines. Mais même, donc ouais. milliardaire, ça veut dire qu'on est occidental. Non, capitalistes. Ouais, mais c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'il y a des milliardaires qui peuvent être aussi dans le solidarisme et qui peuvent être beaucoup plus... Mais quand même, on ne peut pas faire des affaires et ne pas être capitaliste. Monsieur, vous savez, moi je suis chef d'entreprise. J'ai le centre Panaf, dont un que j'ouvrirai peut-être tôt ou tard ici à Bamako. D'accord? S'il plaît à Dieu. Centre de valorisation de la production africaine. Ouvert un à Cotonou, il y en a un qui ouvre bientôt à Niamey. Et pourtant, je suis quelqu'un qui réprouve le capitalisme et je le fais dans la doctrine que l'on appelle au Bénin le solidarisme, autrement appelé en fondé à l'odo. C'est-à-dire qu'on peut être un entrepreneur et faire cela dans le cadre de la solidarité et de la valorisation de la collectivité. Ça, c'est la démarche qui est la mienne. Et ça ne m'empêche pas d'engranger un certain nombre de ressources sur certains points, de faire des gains, mais ces gains nous servent aussi à créer des richesses pour les voisins. Donc la chose est plus complexe que le monde schématique, le monde sectaire et le monde fermé, bicéphale, dans lequel parfois l'élite occidentale et l'intelligentsia africaine phagocytée voudraient nous enfermer. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du président ivoirien Alassane Ouattara. On se souvient lors d'un séjour à Paris, lors d'une conférence devant les économistes, il a rembarré un étudiant ivoirien qui lui a posé la question sur l'avenir du franc CFA en lui disant on ne débat pas des questions monétaires sur la place publique. Quand un chef d'État tient tel discours, quel avenir pour la jeunesse intellectuelle africaine? Moi, j'ai envie de vous dire une chose simple. Ouattara a perdu la première bataille, il s'accroche à la remorque en disant qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique de la zone franc qui vont être les premiers, donc les pays de l'UMOA, qui vont être les premiers à utiliser la monnaie éco, ils vont fixer donc, le taux de fixité au trésor français, d'accord, de telle sorte que ça soit une monnaie arrimée à l'euro. C'est l'objectif de M. Ouattara. Eh bien, il y a bien d'autres pays en Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest ne se résume pas à l'UMOA, vous le savez. Les pays les plus puissants sont à l'extérieur de l'UMOA, vous le savez. Et donc, il n'est pas dit du tout que des géants comme le Nigeria ou des géants comme le Ghana acceptent justement ce misérabilisme économique dans lequel Ouattara, qui est quelque part tenu en laisse, parce qu'on sait de quelle manière il est arrivé au pouvoir, Ouattara. Il n'est pas arrivé au pouvoir simplement par le chant du peuple. Il est arrivé au pouvoir parce que l'armée française, sous les ordres du criminel Sarkozy, l'a fixé là, en envoyant son frère à la CPI qui vient d'être reconnu comme étant innocent, le président Laurent Gbagbo. Donc les choses sont un peu plus complexes que ça et le temps ne fait que nous donner raison. D'accord, vous défendez, je le disais tantôt, le panafricanisme. Tout récemment en Afrique du Sud, ce n'est pas la première fois des violences xénophobes à l'encontre des étrangers. Un pays comme l'Afrique du Sud qui a subi l'apartheid pendant plusieurs décennies. Kémy Séba, est-ce que peut-on croire à l'intégration africaine? Quand tout récemment on a vu également que les pays africains, 55 sur les 56 ont signé l'acte de libre-échange de la zone de libre-échange en Afrique. Et quelque part on tue le noir. Peut-on croire à une intégration africaine dans ce domaine? Mon bien-aimé frère, j'ai parfois l'impression que, bien qu'étant sur ce sublime plateau, dans cette sublime chaîne qu'il m'arrive de suivre régulièrement, j'ai l'impression d'entendre des discours de France 24. Je suis un peu surpris. Parce que je sais que je suis convaincu que vous êtes un brillant journaliste et que vous savez qu'on ne peut pas répéter simplement ce que dit RFI en boucle sans chercher à analyser les facteurs qui se passent en Afrique du Sud. Déjà, premier point, ce qui se passe en Afrique du Sud, ceux qui ont commis des exactions sur leurs frères africains doivent être incarcérés. Ce n'est pas chinois. Pas besoin de parler italien ou latin. Ah, mais quand on voit ce même peuple qui a souffert sans vous voulez ma réponse à des Africains... Est-ce que vous voulez ma réponse? Oui, allez-y. D'accord, je vous la donne. Donc, ils doivent être incarcérés. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut maintenant arriver
dans le fond des choses. Parce que si on soigne toujours la surface de la plaie, mais qu'on ne rentre pas à l'intérieur, eh bien dans 2 ans, on va encore refaire une chronique pour dire « oui, il y a des exactions en Afrique du Sud ». La vérité en Afrique du Sud, c'est que l'apartheid, la fin de l'apartheid, ça a été la fin de l'apartheid sur le terrain politique, mais ça n'a pas été la fin de l'apartheid sur le terrain économique. C'est aussi simple que ça. Les Oppenheimer, la famille la plus puissante d'Afrique du Sud, juifs convertis au christianisme, entre guillemets, qui sont ceux qui ont le monopole du diamant. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne parle pas du fait que ces gens-là n'ont jamais cédé un iota de leurs ressources et à eux seuls, Oppenheimer, je crois que c'est la deuxième plus grosse fortune, ou l'une des plus grosses fortunes en tout cas du continent africain, et la première fortune d'Afrique du Sud. Ça ne dérange personne. Les bourgs, l'oligarchie bourg, je termine, c'est un très important, contrôle toujours une grande partie des richesses. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont passé un deal avec des résistants noirs qui sont devenus une nouvelle bourgeoisie noire. Il faut qu'on soit aussi capable de le dire, ouais, d'accord ? Et les deux agissent en concubinage incestueux sur le dos de l'immense majorité du peuple, qui est le prolétariat sud-africain. Eh bien, une fois qu'on a dit ça, Frantz Fanon disait une chose. Quand vous ne soignez pas quelqu'un victime de la violence du colonialisme, vous l'exposez à une schizophrénie du colonisé. C'est-à-dire que celui qui a souffert et qui n'a pas pu régler son problème, qui n'a pas pu être traité pour son problème, parce que comme le disait Fanon, c'est un problème psychologique et psychiatrique, eh bien il va se retourner non pas contre l'adversaire naturel, mais contre son semblable. Donc il faut qu'on soit au-delà des slogans RFistes, qui eux sont très contents. Ouais, nous avons une éditoriale tout à fait différente. Oui, bon, sauf ce soir. Mais c'est pas grave. Objectivement, sauf ce soir. Objectivement, sauf ce soir. Il faudra pas couper ça. Ce soir-là, c'est un petit peu pareil. Mais pourtant, je sais que vous êtes très différents quand vous le voulez, parce que vous êtes un grand journaliste. Ce soir, vous êtes un peu plus dans la ligne de France 24, mais c'est peut-être parce que vous rencontrez un jeune Africain né en France. Donc, juste pour terminer ce que j'ai dit, j'aime piquer, hein, mais c'est mon côté amoureux de notre peuple. Et puisqu'on a dit coup franc, vous acceptez que je puisse faire des coups francs à la Roberto Carlos. Et donc, juste pour terminer ma réflexion sur ce terrain-là, je dis simplement que je souhaite que notre population creuse dans les événements. Juste pour terminer en vous disant que sur cette situation-là, ça a créé un émoi, ça a créé une vive émotion. Mais il faut que notre peuple apprenne à agir avec froideur politique, froideur analytique et ne pas hurler avec les loups. Donc stricte condamnation pour ceux qui ont commis ces exactions et analyse de la situation politico-sociale du pays et soutien de ceux qui sont des solutions pour le pays. Et moi, je ne vois pas 10 000 solutions en Afrique du Sud. La solution, c'est mon frère, camarade, Julius Malema. Parce qu'il a analysé la problématique. Le nom de son parti, c'est Economic Freedom Fighter. Les combattants de la liberté économique, parce qu'ils savent que l'économie sud-africaine est capturée et dans les mains d'une oligarchie blanche et noire. C'est un cacique de l'ANC aussi. Tout à fait, qui est parti. Oui, il est quelque part, il avait été accusé d'avoir pris des pots de vin, peut-être de Robert Mugabe, qui le soutenait financièrement. Oh mon Dieu, quel crime d'avoir reçu des pots de vin d'un grand combattant de la liberté. Des affaires étrangères d'Afrique du Sud allait s'entendre sur les cas des Nigérians, que la plupart sur les 100 000, la plupart sont des trafiquants de drogue. Quand une personnalité aussi importante que le ministère, la ministre des Affaires étrangères de la première ou la seconde puissance africaine, tient de tels propos, est-ce que cela n'est pas un appel au meurtre? On appelle ça du populisme de bas étage, qui doit être condamné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'angélisme aussi, d'accord? Mais je trouve que prendre un exemple, l'exemple de l'imbécilité des uns, c'est comme si moi je vous donne l'exemple, quand on entend Ouattara, comment vous voulez parler de solidarité africaine, de panafricanisme, avec des gens qui disent que on n'est rien sans la France, qu'on ne peut rien faire sans la France, etc., et qu'on n'est plus dans un monde de colonialisme, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le néocolonialisme n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. C'est comme si vous me dites que parce que Ouattara existe, le panafricanisme n'existe pas. Moi, je pense qu'il faut être capable de prendre les points d'exception et les mettre à une place exceptionnelle et les traiter avec rigueur, et de l'autre côté, faire en sorte de toujours pouvoir avancer dans le processus beaucoup plus global. Et je vais vous rappeler une chose. Il y a 2 pays qui sont les 2 pays les plus puissants. L'Afrique du Sud et le Nigeria. Oui. N'êtes-vous pas sûr que ça arrange beaucoup de gens que les 2 pays les plus puissants d'Afrique soient en tension diplomatique, comme c'est le cas aujourd'hui, au moment où on est en train d'arriver vers le cadre, justement, plus que jamais, de ce fédéralisme africain tant voulu par nos pères fondateurs? Vous n'êtes pas sûr que ça arrange beaucoup de gens, parmi l'oligarchie d'Occident, de voir les 2 géants se faire la guerre alors qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient dans une unité, même si elles pouvaient paraître de surface, mais ils étaient dans une unité. La réalité est la suivante. Certains ont tout intérêt à mettre le feu aux poudres entre ces 2 nations et à se servir de gens qui ont des intérêts cupides. Parce que quand la ministre sud-africaine dit ça, vous savez, quand on pointe du doigt les étrangers, même si on va se dire les choses aussi clairement,
il y a aussi, il faut le dire, des dealers, des trafiquants de drogue nigérians en Afrique du Sud. Tout à fait. Et pas que en Afrique du Sud, on peut aussi le dire. Dire cela ne signifie pas que le Nigeria, c'est aujourd'hui le pôle économique, c'est aujourd'hui le pôle culturel, c'est aujourd'hui sur même certains points le pôle intellectuel du continent africain. Donc il y a le meilleur au Nigeria, mais il y a aussi le pire. On peut aussi être capable de dire qu'il y a aussi des trafiquants de drogue en Afrique du Sud et ailleurs qui sont nigérians. Ça, c'est une réalité. J'étais en Russie, j'ai vu des Nigérians qui tenaient qui avaient des réseaux de proxénétisme. Enfin, j'ai entendu, on m'en a parlé. Donc, il faut qu'on puisse être capable de dire ces choses-là aussi. Maintenant, quand cette ministre essentialise et généralise en disant que les Nigérians sont comme ça, c'est criminel, mais ça lui permet de masquer les détournements de fonds que font l'élite sud-africaine plutôt que d'accomplir une démarche de justice sociale vis-à-vis du peuple. Donc c'est un procédé qui n'a pas de couleur. Hein. Vous croyez aux idéaux de l'Union africaine quand on sait que l'Union africaine... De l'Union africaine telle qu'aujourd'hui, non. Telle qu'aujourd'hui, qui n'a pas condamné les propos de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Non. Le panafricanisme n'est pas inextricablement lié à l'Union africaine. L'Union africaine, aujourd'hui, est devenue le contraire de ce que les idéaux du panafricanisme prônaient au départ. C'est devenu une démarche élitiste, c'est devenu une démarche de chef d'État auto-élu, bien souvent, pas forcément élu par le peuple. C'est devenu un club fermé, le club des milliardaires à la tête de nos pays, ou le club des dictateurs. Ce n'est pas quelque chose... Quand vous voyez l'Union européenne, j'ai énormément de critiques à apporter vis-à-vis de l'Union européenne, mais il y a des élections. Vous élisez ceux qui vont être des députés au Parlement de l'Union européenne. Ici, si je demande qui a voté pour tel député du Parlement africain, tout le monde va ronronner parce que personne ne vote. On ne nous laisse même pas le droit de voter. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est déconnecté de nos réalités. Moi, je ne me reconnais pas dans l'Union africaine. Je me reconnaîtrai dans l'Union africaine le jour où l'Union africaine va reconnaître le rôle des sociétés civiles africaines et va reconnaître l'importance d'écouter le peuple. Et ce jour-là, je saisirai la main tendue et j'irai dire à l'intérieur de l'Union africaine des choses qui pour l'instant n'y sont pas. D'accord. Avant de vous laisser partir, Kémy Séba, un nom de politique malienne, un mot. Le dialogue national politique inclusif est en cours, vous, de la société civile. Quel regard vous jeteriez sur ce dialogue-là qui a quand même pour finalité la réconciliation nationale au Mali? Certains partis le boudent déjà. Moi, je n'ai pas la légitimité pour dire s'ils ont raison de le bouder. En tant que panafricaniste. Simplement, je dis toujours que le dialogue règle beaucoup de choses. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, ceux qui le refusent ont des raisons qui sont bien plus, à mon avis, aiguisées que moi de le refuser, d'accord? Et ceux qui l'acceptent pensent que peut-être par ce biais-là, on peut résoudre un certain nombre de points. Moi, je pense qu'on ne peut pas dialoguer si on n'a pas la certitude d'avoir la justice aussi. Parce que parler pour parler, on sait tous le faire. Mais les choses doivent se faire dans le respect, les choses doivent se faire dans la fraternité, les choses doivent se faire dans l'unité. C'est ça la chose la plus importante. Et je le rappelle, le plus grand ennemi de notre peuple, ce sont des membres de notre peuple, eux-mêmes. Parce que certains aiment ostraciser une partie de la population et s'ériger au-dessus, en méprisant les 3/4 de leurs semblables. Donc il y a aussi un travail à faire sur ce terrain-là, plutôt que de toujours stigmatiser l'extérieur. Regardons-nous dans une glace. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Quelle est la différence entre un Xhosan? Quelle est la différence entre un Zoulou? Quelle est la différence avec un Angolais ou avec un Congolais qui va là-bas? Autre question que je vous pose. Quelle est la différence entre un Noir français et un Noir malien? D'ailleurs, bien souvent, il y a beaucoup... Mokobe vient ici. Est-ce que Mokobe aime l'Afrique? Vous lui avez reproché déjà d'être quelqu'un qui a la nationalité franco-malienne? On ne l'a pas encore reçu, mais j'espère que dès qu'on l'aura reçu sur notre plateau, vous le reprocherez aussi. On lui poserait la même question peut-être. Mais j'espère que vous retiendrez ma réflexion qui est que ne mettez pas de côté des gens qui sont nés de l'autre côté, mais qui aiment le peuple, au moins autant que vous. Ça, ce serait une erreur et ce serait la xénophobie que vous critiquez pour l'Afrique du Sud, mais que vous appliquez en direct. Ouais, nous ne faisons pas de la xénophobie, monsieur. Donc, raison de mieux de l'appliquer. Voilà, la précision et détail. Très bien. Et voilà, on vous aura compris. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Coup franc. Un débat à bâton rompu, vous l'avez constaté de vous-même. Alors, excellente soirée en compagnie de programme de M7 TV, la télévision qui fait le 7 jours du Mali. Très belle soirée. À la semaine prochaine.